Bonjour, bienvenue à cette session dédiée à Amazon Redshift. Je me présente, je suis Amadou Merico, Solution Architect chez Amazon Web Services. En Solution Architect chez Amazon Web Services, il passe ses journées à discuter avec les clients de bonnes pratiques d'architecture, de comment être beaucoup plus optimal, performant, économique en termes de coûts. Et on parle de plein de services, les services sur la plateforme AWS, dont Amazon Redshift. Et j'ai le plaisir de présenter cette session avec Philippe, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Philippe Planchon. Je dirige l'architecture chez Euronext. Je vous parlerai tout à l'heure de ce que c'est qu'Euronext, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise. Merci Philippe. On est toujours super content de faire des présentations avec des clients, notamment Euronext, qui est utilisateur de Redshift et qui va nous parler de son projet de migration vers Redshift. En attendant, en fait, je voulais juste rappeler ce qu'était Redshift, en fait. Je ne sais pas si dans la salle, certains utilisent déjà Redshift au jour le jour. J'en vois 1, 2, 3, 4. OK. Et 2 personnes devant. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut en termes d'audience. Et du coup, je voulais commencer par rappeler ce qu'était Amazon Redshift. Donc, c'est un service sur la plateforme AWS. Et c'est un service qui permet de faire typiquement des projets de type Data Warehouse, BI, en fait. Et c'est un service managé, rapide. Pourquoi? Parce que c'est une architecture MPP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez commencer petit, rajouter des nœuds pour aller plus vite ou avoir beaucoup plus de capacité de stockage. Vous pouvez aussi diminuer la capacité de stockage. Ça, on va en reparler pendant cette présentation. Et c'est entièrement managé dans le sens où c'est Amazon qui va s'occuper de la disponibilité du service, de faire des backups automatiques, de s'assurer que tout marche bien en fait au niveau infrastructure pour le cluster. Et c'est là pour vous permettre de vous concentrer sur votre valeur en fait, qui va être votre projet type BI Data Warehouse. C'est une architecture MPP, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Redshift, vous pouvez commencer petit, avec un cluster de 160 gigs par exemple, et puis scaler jusqu'à un cluster de 128 nœuds et aller jusqu'à 2 pétaoctets de données au niveau stockage dans Redshift. Et aujourd'hui, on peut même aller encore plus loin en fait en termes de stockage avec un service que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Redshift Spectrum, qui permet d'avoir une partie des données dans le cluster Redshift, mais d'avoir encore plus de données dans Amazon Simple Storage Service et de pouvoir les requêter comme s'ils étaient dans le cluster en passant par Redshift. 4 points très importants en fait sur le service Redshift, c'est la performance. Donc on peut requêter des gigas ou des téra ou des pétaoctets, scaler en termes de performance juste en rajoutant des nœuds. Pour peut-être ceux qui le savent moins, en fait, Amazon Redshift est basé sur PostgreSQL, mais toute la partie stockage a été réécrite en fait, et on est parti sur un stockage colonne. Un stockage colonne, ça veut dire quoi? Physiquement, en fait, quand vous avez une table, toutes les valeurs d'une colonne en particulier vont être stockées de façon contiguë sur le disque. Pourquoi? Ça permet d'optimiser les performances en termes d'I/O. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous faites de la BI, du Data Warehouse, souvent vous allez faire des agrégats, des calculs sur des colonnes, des choses de ce genre, en fait. Et donc, du coup, le fait de pouvoir très rapidement récupérer les données d'une colonne, en fait, ça va vous permettre d'aller encore plus vite en termes de performance. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est la compression, en fait. C'est-à-dire que Redshift va stocker les données, mais va appliquer va compresser ces données, en fait, pour réduire le stockage et également pour aller plus vite en termes d'I/O lorsqu'il va récupérer les données, lorsque vous le requêtez. Et le fait d'avoir des données pour une même colonne, ça va être le même type, ça permet d'optimiser la compression, tout simplement. Format ouvert, pourquoi? Parce que vous avez la capacité de mettre des données dans S3, ensuite de les charger dans Redshift. D'ailleurs, c'est la bonne pratique avec la commande copy. Vous avez également la possibilité de décharger ces données dans le data lake avec Amazon S3, par exemple, pour les requêter avec Athena ou pour que les data scientists puissent accéder à ces données de valeur. Vous avez aussi la possibilité de faire du Spectrum pour accéder à ces données, en fait, toujours en passant par le même endpoint du cluster Redshift. Sécurité et économie, pourquoi? Parce que tout ce que vous faites dans le cluster Redshift va être automatiquement tracé, en fait. Telle personne a lancé une requête, telle personne a modifié ça, telle personne a démarré un cluster, telle personne a modifié les droits d'accès, en fait, sur le cluster Redshift. Tout ça est tracé, vous pouvez l'auditer en fait pour savoir ce qui s'est passé sur un cluster. Et économique dans le sens où vous pouvez commencer petit par rapport à vos besoins, sans engagement,
et vous pouvez scaler en rajoutant des nœuds, en rajoutant beaucoup plus de capacité. On va voir avec les nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui qu'on peut même le faire de façon ponctuelle. J'ai un traitement à faire ce soir, il me faut beaucoup plus de capacité, je peux scaler en quelques minutes, faire mon traitement et revenir à une baseline normale en termes de capacité. Dans l'autre sens. On a des milliers de clients aujourd'hui qui utilisent Amazon Redshift, des clients de toute taille, de tout secteur, que ce soit la santé, le digital, la finance, comme Euronext qui va en parler tout à l'heure, les médias. On a des clients aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon Redshift, la solution ou le cluster que vous allez déployer, ça va être exactement le même qu'un Netflix ou qu'un autre client va utiliser. C'est exactement la même technologie en dessous, en fait. On a des clients de par le monde. On a des clients en France aussi. Je pense notamment à Le Bon Coin ou à Tids qui utilisent Redshift au jour le jour. Et on a des clients tels qu'Euronext, en fait, qui sont dans des projets de migration de solutions on-prem vers Redshift. Et du coup, je vais passer la main à Philippe, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'ils sont en train de faire sur la plateforme AWS avec la solution Amazon Redshift. Merci. Alors, en 2 mots, je vais vous situer le contexte d'Euronext pour que vous compreniez à quel point la data, c'est important pour le métier qu'on fait. Qu'est-ce que c'est qu'Euronext? C'est un opérateur de marché financier. Ce que ça veut dire, c'est qu'on opère des marchés qui sont des marchés régulés en Europe dans 6 localisations géographiques différentes. Et on a un modèle de croissance qu'on appelle un modèle fédéral. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on intègre des nouvelles localisations géographiques, on garde les spécificités de marché et on garde aussi la régulation. Et ce qu'on fait, en fait, c'est capitaliser sur la technologie. On a fait le choix stratégique d'être en maîtrise et en contrôle de notre technologie, donc l'ensemble de notre infrastructure critique est développée, opérée par des équipes internes d'Euronext. Pour vous donner un ordre de grandeur, Euronext, aujourd'hui, c'est à peu près 800 personnes, dont la moitié travaillent dans la technologie. On a deux centres principaux de développement, un troisième maintenant avec Dublin. Donc Paris, Porto, Dublin sont nos principales localisations en termes de développement de techno. En quelques chiffres, Euronext est donc un exchange sur plusieurs localisations géographiques. Ça brasse énormément de données. On génère par exemple 3,5 milliards de messages de données publiques, ce qu'on appelle les market data, chaque jour, ce qui nous permet d'informer le marché de ce qui se passe dans les order books. Alors, qu'est-ce que la data pour Euronext? La data, c'est un élément essentiel à plusieurs titres pour nous. Du fait déjà qu'on est un marché régulé, on a des obligations de reporting envers nos régulateurs. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, un de nos régulateurs, et au fur et à mesure qu'on croît, on a de plus en plus de régulateurs, donc c'est cool, n'importe lequel de nos régulateurs peut nous demander qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, pour tel membre, quelle a été son activité de trading. Et il peut remonter dans le passé comme ça sur plusieurs années. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si vous-même, vous avez passé un ordre de bourse un jour par un de vos brokers en ligne préférés, on a gardé une copie. On a gardé une copie de cet ordre et on a gardé une copie de toutes les modifications que vous avez pu faire sur l'ordre. Et si un jour le régulateur vient s'informer de pourquoi vous avez fait ça, on est capable de lui ressortir l'historique. Donc, au fur et à mesure que les volumes augmentent et au fur et à mesure qu'on croît, ça finit par faire un volume très significatif de données. Jusqu'à présent, la solution technologique qu'on avait pour traiter ces données, c'était une appliance propriétaire d'IBM, pour ne pas les nommer, qu'on faisait tourner dans nos data centers. Une solution qui marchait très bien, pour être honnête, pendant un certain temps, mais qui avait quelques problématiques de coût et de stabilité et de pérennité dans le temps. Alors la donnée, c'est aussi un facteur important pour nous en termes d'intelligence de business. C'est à travers la donnée qu'on va comprendre ce que font nos clients. Et c'est aussi pour nous une source de revenus qui est extrêmement importante. Les membres qui ont une activité de trading, donc nos clients, sont intéressés par la donnée historique, sont intéressés par savoir ce qui se passe sur le marché avec le niveau de détail le plus fin qui puisse exister. Donc en gros, sans données, on est mort. Pour une raison bien simple, c'est qu'on ne peut plus assurer nos obligations de reporting, on ne peut plus comprendre ce que fait notre business et on perd des revenus. Avec ce contexte-là, donc partant d'une situation où on était sur une technologie propriétaire,
on a décidé en 2017 d'engager une migration technologique de cette plateforme de données. Et pour ça, on a choisi de le faire dans AWS. Alors, on a fait une review des différents providers, on a fini par sélectionner AWS. Et en particulier chez AWS, on a décidé de capitaliser sur la plateforme managée Redshift. C'était la première adoption du cloud pour Euronext, donc c'était un projet qui a une visibilité extrêmement significative au sein de l'IT en particulier, également en externe, puisque les régulateurs ont regardé d'un œil assez étrange notre volonté de transférer l'ensemble de nos données dans le cloud, donc ils étaient un petit peu inquiets, on a finalement réussi à les rassurer. Donc à partir de ce moment, à partir de 2017, on a établi une roadmap qui consistait à migrer l'intégralité de nos données historiques dans AWS et d'utiliser Redshift pour remplir certaines de nos obligations de reporting et faire également toutes les opérations qu'on fait autour de la donnée, c'est-à-dire la facturation et la business intelligence. Alors comment on a fait ça? Comme c'était un projet très critique pour nous et qu'on avait en plus un temps, on a un temps limité pour le compléter, ce projet, hein, on doit être en production cette année avant fin juin. On a été, alors on avait des grosses ambitions au début, mais finalement on a été assez pragmatique et on a décidé d'utiliser un chemin de transfert de données qui part de nos systèmes de trading qui sont là, donc notre moteur de trading qui s'appelle Optic, qui se déverse dans un bus de messages Kafka. Donc jusque-là, rien de très exotique. Donc tout ça, ça tourne dans nos data centers, dans nos data centers à nous. Et c'est transféré vers AWS via un process qui répond au nom sympathique de Yaka Cloud, qui va avoir comme principale fonction de convertir ça, qui est dans un format binaire assez compact pour des questions de performance, et on va le stocker dans S3 en format Avro. Et à partir de là, on va utiliser des job talents pour charger ça dans Redshift, faire les agrégats et faire tous les traitements de billing, de reporting qu'on a à faire sur la donnée. En termes de volumétrie, qu'est-ce que ça représente? C'est un système qui va insérer à peu près 1,5 milliard de lignes par jour. Et la plus grosse table qu'on va gérer dans Redshift, ça va avoir 200 milliards de records pour ce qui représente un an de données. Hein, donc dans Redshift, on stocke l'équivalent de 1 an de données, 1 an d'activité de trading. Et tout ça, ça tourne sur un cluster qui est extrêmement modeste. C'est un cluster 3 nodes, donc vous voyez les caractéristiques ici. Donc rien de très spectaculaire au regard des capacités de scalabilité de Redshift. Alors qu'est-ce qu'on a appris au cours de ce projet? On a appris énormément parce que c'était notre première implémentation d'AWS, évidemment. Donc on a eu une learning curve qui a été extrêmement intéressante. Et en particulier autour de Redshift, c'était, pour être honnête, un petit peu dépaysant pour nous, parce que jusque-là, on n'avait utilisé que des bases de données relationnelles classiques. Donc on a découvert toute la beauté du modèle de stockage en colonne, et on a appris un petit peu à la dure que un stockage de données en colonne, ça a des bénéfices, mais il faut quand même comprendre ce qu'on fait pour en tirer le meilleur parti. En termes de coûts, on a aussi expérimenté, alors la flexibilité de coût d'Amazon, c'est extraordinaire, donc on peut faire des expérimentations, voir ce qui marche pas, et puis retenir finalement la solution la plus adaptée. Donc on a expérimenté différentes choses, dont une des technologies dont on a parlé avant, qui est Spectrum, qui marche très bien. C'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Mais bon, ce qu'on a mesuré pour nous, c'est qu'il y avait quand même un impact de performance qui était significatif. Donc finalement, on a décidé de stocker, alors qu'initialement, on ne voulait stocker que 3 mois de données dans Redshift, on a décidé de stocker 1 an de données dans Redshift, le reste restant dans S3. Au final, toutes nos contraintes initiales du projet, qui étaient garder le bon niveau de performance, être agile en termes d'implémentation, avoir le niveau de reliability qui fait qu'on a 100% de disponibilité sur les datas, le tout dans la maîtrise des coûts, ont été atteints avec le design qu'on a choisi. Donc, expérience très positive. On est dans les derniers miles d'implémentation avant le go-live définitif, c'est-à-dire la coupure de notre ancien data warehouse. Donc il nous reste, on est vraiment dans les derniers mois, on va attaquer la phase où on fait tourner les deux systèmes en parallèle, donc c'est extrêmement excitant pour nous et
et en même temps un petit peu stressant. Mais so far, so good. Ça, c'était le premier step de notre stratégie. Évidemment, on ne compte pas s'arrêter là. La data, comme je vous ai dit, ne nous sert pas qu'à remplir nos obligations vis-à-vis du régulateur. C'est également une source potentielle de revenus qui, pour l'instant, n'est exploitée que partiellement. Et c'est aussi un moyen pour nous de comprendre dans le détail ce qui se passe chez nos clients. Donc là, la deuxième phase de notre ambition dans la donnée est de mettre à disposition les mêmes données qu'on va déverser dans Redshift en temps réel pour leverager l'ensemble des technologies d'analytics et d'intelligence artificielle qu'on peut facilement déployer sur le cloud. Donc c'était un des bénéfices attendus de notre migration à AWS, c'est d'avoir accès à une panoplie d'outillages qu'il aurait été beaucoup plus complexe de mettre en œuvre on-prem. Donc ça, c'est le futur. On y arrive. Donc fin juin, on commence par mettre en œuvre ce système en production avec succès, on l'espère. Et on se reparlera peut-être de ce qu'on bâtira sur le futur dans les prochaines années autour de ce qu'on a construit autour de Redshift. Merci Philippe. Merci Philippe pour ce témoignage. Et c'est toujours intéressant pour nous en fait que nos clients expliquent justement ce qu'ils font avec les services, parce qu'on est persuadé que ce sont ceux qui en parlent le mieux en fait. Et du coup, sur Amazon Redshift, l'idée maintenant c'est de vous présenter les nouvelles fonctionnalités en fait. Sur ce service, on va partir d'un peu plus loin, c'est-à-dire depuis 2017, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau et pourquoi on l'a fait et qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que client et utilisateur de Redshift. Enfin, en fait, on a fait beaucoup de choses en fait. On a fait plus de 200, on a apporté plus de 220 améliorations et nouvelles innovations en fait dans Redshift, que ce soit autour de l'optimisation de coûts, autour de nouvelles fonctionnalités telles que le fait de pouvoir requêter avec le Query Editor en fait, peut-être que vous l'avez vu, directement au cluster Redshift via la console AWS sans forcément installer un client et installer les drivers JDBC ou DBC. On a sorti aussi des choses autour des bonnes pratiques, parce que ce que je disais, c'est que effectivement, nous, en tant que solution architecte, on va passer beaucoup de temps avec les clients pour les évangéliser sur les bonnes pratiques d'architecture et d'utilisation de Redshift, en fait. Et du coup, ce qu'on a sorti, c'est un service qui s'appelle Advisor, en fait, directement accessible dans la console. Et Advisor, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la façon dont vous utilisez votre cluster Redshift et il va vous faire des recommandations en termes de performance, de coût, de sécurité. Pour ceux qui connaissent assez bien AWS, ça ressemble beaucoup à Trusted Advisor qui va faire la même chose, mais sur encore plus de services sur la plateforme AWS. On a également fait pas mal de choses sur la performance, en fait, parce que c'est super important pour nous. Par exemple, la capacité à cacher les résultats. C'est-à-dire que vous lancez une requête, on va l'exécuter, il va y avoir un plan d'exécution qui est créé par le leader node. On va reparler tout à l'heure de l'architecture de Redshift. Ensuite, le leader node, il va appeler les compute nodes pour faire ce traitement, en fait. Et donc, du coup, les résultats, on va les renvoyer à votre client ou votre outil de data vis, mais on va également les cacher pour que quand il y a une requête qui vienne juste après, en fait, qu'on n'ait pas besoin de refaire tout ce travail. Et ça accélère les résultats. Vous allez avoir des temps de réponse inférieurs à la seconde, pratiquement, en fait, de ce que j'ai vu. Le Short Query Acceleration aussi, on va en parler. En fait, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui va regarder la façon dont vous utilisez votre cluster Redshift. Et généralement, en fait, dans un cluster Redshift, vous avez des traitements qui vont prendre beaucoup de temps et des traitements qui vont être peut-être de l'interactif. Il faut le résultat tout de suite, en quelques secondes, parce qu'il y a un utilisateur en fait, de l'autre côté, qui est sur un tableau de bord QuickSight ou Tableau, par exemple. Et donc, du coup, ce que Short Query Acceleration il va faire, c'est qu'avec du machine learning, il va comprendre les requêtes qui vont vite versus les requêtes qui prennent plus de temps. Et donc, du coup, il va prioriser les requêtes qui vont vite pour qu'elles passent devant les requêtes qui sont peut-être des batchs ETL qui tournent le soir en fait, et qui vont prendre plusieurs heures. Donc, effectivement,
beaucoup de choses ont été faites, et si on fait un focus sur la partie performance, le result caching, effectivement, c'est quelque chose que nos clients apprécient, et c'est quelque chose que nous mettons à disposition automatiquement, en fait, quand il y a une nouvelle mise à jour de Redshift. On est aussi passé au nœud DC2, je pense que certains d'entre vous le savent, en fait. Les nœuds DC2, c'est quoi? C'est que quand vous créez un cluster Redshift, vous choisissez un type de nœud, DS pour dense storage, DC pour dense compute. Est-ce que vous avez énormément de data? Est-ce que vous avez des centaines de téras, des centaines de pétas, et plutôt 2 pétaoctets, c'est la limite. Et là, il faut plutôt aller sur des DS, ou est-ce que potentiellement vous avez des traitements qui utilisent beaucoup de CPU, vous avez besoin de SSD, et là, vous irez sur les DC en fait. Et le 2, c'est pour deuxième génération. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait la DC1, on est passé au DC2, qui sont 2 fois plus performants, au même prix que les DC1 en fait. C'est-à-dire que les clients avaient tout intérêt à passer assez rapidement sur ces DC2. Le resize, on va en reparler tout à l'heure parce que, comme je vous disais, Redshift, c'est aussi avoir la flexibilité de dire je commence petit, je grossis parce que j'ai besoin de plus de stockage et plus de capacité. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai besoin de moins de capacité, donc il me faut la capacité de resizer pour payer moins, tout simplement. Ou alors, de temps en temps, j'ai des traitements en fait, que je dois dérouler. En fait. Il faut faire le reporting hebdomadaire, mensuel ou annuel. En fait. J'ai besoin ponctuellement de beaucoup plus de capacité, en fait, et j'ai envie de resizer juste pour cette demande. En fait. Et donc, c'est des choses qu'on a sorties avec le cluster resize. En fait. On va voir qu'il y a un nouveau type de resize qui est disponible. Toutes ces améliorations autour de la performance font qu'on observe que Redshift est 3,5 fois, pour être plus précis, plus performant. Ça, c'était en octobre 2018. On observait qu'on était 350% plus performant que 5-6 mois plus tôt, en fait. Et on a fait des observations, on a fait des benchmarks dérivés du TPCDS pour arriver à ce constat et arriver à cet état de fait, en fait. Et c'est quelque chose aussi que nos clients constatent. Juste pour rappeler l'architecture de Redshift, parce qu'on va faire un petit deep dive sur les nouveautés. Donc, certains d'entre vous sont déjà familiers. Pour ceux qui le sont moins, l'architecture de Redshift ressemble à ça. C'est une architecture MPP. Vous avez un leader node qu'on appelle nœud principal à gauche, en fait, qui est un petit peu le cerveau en fait, du cluster qui va recevoir les requêtes, les demandes de connexion, qui va calculer les plans d'exécution et qui va coordonner l'ensemble du cluster. L'ensemble du cluster, en fait, c'est les compute nodes. Les compute nodes vont à la fois stocker la donnée et à la fois exécuter les requêtes sur ces données. Et ils vont communiquer entre eux d'ailleurs. Donc il y a un réseau de 10 gigs Ethernet entre les différents nœuds de ce cluster pour aller vite en fait. Et quand je parlais de SSD, Dense Compute ou disque dur avec HDD, effectivement, c'est à ce niveau en fait, parce que les données sont stockées localement, ce qui permet d'aller encore plus vite. Et donc, du coup, quand la requête elle arrive, elle est passée au compute node qui vont traiter les données qu'elle stocke localement, en fait, stockage colonne. Et ces compute nodes vont aussi dialoguer avec S3. Effectivement, le lien, on ne l'a pas représenté ici. Pour le moment, je fais le détour. Pourquoi? Parce que le cluster Redshift, il va, pour vous, faire des backups régulièrement. Toutes les 8 heures, tous les 5 gigas de modification de données, il va backuper vers S3 pour vous, que vous ayez des points de reprise en fait, et pour que vous ayez des snapshots qui soient disponibles si jamais vous souhaitez recréer un cluster, voire le copier dans une autre région pour lancer un cluster en Asie ou aux États-Unis par exemple. Ça c'est la partie Spectrum en fait, Philippe en parlait tout à l'heure, c'est une option qu'ils ont eue pour faire du data warehouse offload. Ils gardaient, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de garder un autre données ici, et puis tout ce qui est donné un peu plus froide, c'est un use case qu'on voit très souvent, de le redescendre dans S3. Potentiellement, ça va coûter moins cher parce qu'on n'y accède pas très souvent. Par contre, si vous, en termes d'utilisation, de temps en temps, vous avez besoin de requêter une profondeur de 10 ans, par exemple, d'historique. Vous avez 1 an ici, en fait, et les 9 dernières années, elles sont dans S3. En termes d'accès, ça va toujours passer par le même cluster, et vous allez pouvoir à la fois accéder les données qui sont là et les données qui sont d'Amazon S3. Donc ça vous permet de scaler, de passer à l'hexaoctet dont on parlait tout à l'heure en termes de stockage. Il y a une nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai dû changer mes slides à la dernière minute parce que là c'était écrit bientôt, et la semaine dernière en fait c'est sorti. Bon, il n'y avait pas beaucoup de modifications à apporter, mais c'est une grosse feature en fait, c'est le concurrency scaling. Pourquoi c'est une grosse feature?
Parce que ce qui se passait de façon standard, en fait, c'est que vous créez un cluster, vous pouvez le resizer. Avec le classique resize, ça peut prendre quelques heures. On va voir qu'il y a une nouvelle méthode de le faire. Et vous avez des requêtes qui passent. Et imaginez que le matin, toute la population BI arrive et ils ouvrent tous leur tableau de bord en même temps et ça fait plein de requêtes vers Redshift. Il pouvait y avoir de l'attente, en fait. Parce que le cluster Redshift, il a une capacité, il a une mémoire, mais effectivement, il va traiter un certain nombre de requêtes de façon concurrente, et les autres, ils vont devoir attendre. Et donc, du coup, ça, on estime que 87% des clients n'étaient pas concernés, mais il y avait 13% de clients qui avaient ce type de comportement. Et pour ces 13% de clients, en fait, ce pic d'activité, on l'estime en moyenne à une dizaine de minutes, en fait. Donc, ce qu'on a sorti depuis pas longtemps et en bloc dessus, c'est que quand il y a ce pic de requêtes concurrentes, on va être capable de spinner très rapidement en quelques secondes une capacité de calcul à côté pour absorber cette charge en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'attente en fait dans les requêtes et vous pouvez scaler jusqu'à plusieurs centaines, plusieurs milliers de requêtes concurrentes dans votre cluster Redshift. C'est une tarification à la seconde en fait pour cette capacité en plus. Donc ça, c'est à côté de votre cluster Redshift. En termes d'accès, c'est totalement transparent pour vos applications, pour vos dashboards, pour les outils que vous utilisez, parce que c'est réellement le cluster, voire même le leader node, qui va communiquer avec cette capacité de calcul en plus, cette force de travail en plus, et va vous retourner les résultats, et ça va être transparent pour vous. Et il n'y a aucune initialisation requise. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le cluster et dire « je veux faire du concurrency scaling », et on va le faire pour vous. Et ce qu'on a constaté en termes de résultats avec la fonctionnalité de concurrency scaling, c'est qu'on estime que pour 97% des clients qui utilisent Redshift, ça va être gratuit. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, j'expliquais qu'il y avait 87% de clients qui n'avaient pas forcément d'attente en fait, en termes de concurrency, ils n'avaient pas de pic d'activité. Et on estime à 13% ceux qui ont des pics d'activité, mais ça ne dépasse pas une dizaine de minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un cluster Redshift qui tourne, pour chaque 24 heures, en fait, pour toutes les 24 heures d'utilisation, vous avez 1 heure de crédit sur le concurrency scaling. Donc pour la plupart des clients, en fait, ça va être totalement gratuit pour vous, en fait, pour absorber ce pic de charge. Et là, vous avez une comparaison entre le Redshift en gris normal, le cluster tel que vous le connaissez, et le Redshift avec l'autoscaling, parce que c'est une sorte d'autoscaling finalement, en fait. Vous avez des requêtes qui arrivent, et on rajoute de la capacité pour absorber. Il y a plus de requêtes, on en rajoute plus. On en rajoute plus, et quand le pic il passe, ben on décommissionne tout ça, et c'est transparent pour vous. Et effectivement, vous continuez avec votre cluster, avec sa capacité initiale, en fait. Autre chose qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, et c'est GA, pour Generally Available, c'est l'Elastic Resize. Tout à l'heure, je vous expliquais que vous pouvez tout à fait commencer avec un cluster avec 4 nœuds, par exemple, Dense Compute ou Dense Storage. Et de temps en temps, en fait, vous avez besoin de beaucoup plus de capacité. Ça m'est arrivé avec un client qui devait faire des traitements de reporting annuels pour son management, en fait. Ils avaient besoin de doubler la capacité du cluster pour aller beaucoup plus vite. Et avant, avec le classic resize, ça prenait des heures, en fait. Ça pouvait prendre plusieurs heures à resizer le cluster. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Parce que tout simplement, en fait, avec l'ancienne méthode, elle est toujours valable, mais il y a des use cases dans lesquels vous allez devoir les utiliser, en fait. C'est que ce qu'on faisait, c'est que vous aviez votre cluster et vous souhaitiez avoir un cluster plus puissant ou moins puissant, donc avec plus de nœuds ou avec moins de nœuds. On allait créer un cluster, un nouveau cluster à côté. On allait passer votre cluster en mode read-only, en lecture, pour que vous puissiez continuer à faire la lecture. Ensuite, en background, on allait copier les données pour synchroniser, donc ça pouvait prendre du temps. Et une fois qu'on terminait, on allait rediriger cette URL vers le nouveau cluster, en fait. Et les clients me disaient, ça prend trop de temps, en fait. On veut aller beaucoup plus vite, on veut pouvoir le faire en quelques minutes. Et on a sorti la fonctionnalité Elastic Resize qui permet de resizer un cluster, de doubler sa taille ou de diviser sa taille en deux en quelques minutes, en fait. Ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que le soir, on est tout à fait capable de passer un Redshift cluster de 2 nœuds à 4 nœuds ou 8 nœuds en quelques minutes, juste pour faire un traitement, et ensuite le ramener à sa taille normale. Et parce que votre use case normal, en fait, 2 nœuds, c'est suffisant. Et là, vous avez juste besoin de ces 8 nœuds le soir, en fait, pour ce traitement. Et techniquement, ce qui se passe derrière, en fait, au contraire du classic resize, avec l'Elastic Resize, c'est le même cluster. On va juste rajouter des nœuds en plus dans le même cluster. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes d'accès,
c'est totalement transparent pour vos clients, en fait. Ils continuent d'accéder aux données de la même façon, en fait. Il n'y a pas d'interruption de service. Nous, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va redistribuer les données, en fait, entre les différents nœuds, en fait. Et une fois que vous avez fini votre traitement, vous pouvez resizer à la baisse, en fait, et rester avec 2 nœuds, par exemple. L'éditeur de requêtes intégré, donc ça, c'est aussi une forte demande des data scientists, souvent qu'on rencontre dans les entreprises, parce que les data scientists ont besoin de données, en fait, de données de valeur pour créer leurs modèles, pour les entraîner. Et ces données de valeur, elles sont un peu partout dans l'entreprise. Et très souvent, en fait, elles sont aussi dans le data warehouse, en fait. Et ce qu'on voit très souvent avec les data scientists, c'est qu'ils veulent requêter le cluster Redshift, les données qui ont été transformées, les données de qualité ou de valeur, pour essayer de comprendre ce qu'il y a, pour potentiellement l'extraire du cluster et commencer à créer des modèles ou à les entraîner. Et il fallait qu'ils installent des outils. Il fallait que dans ces outils, qu'ils importent les drivers JDBC ou ODBC pour se connecter au cluster Redshift. Et ça pouvait prendre un peu de temps, en fait. Et donc, du coup, ce qu'on a sorti depuis octobre de l'année dernière, en fait, c'est la capacité à lancer des requêtes directement depuis la console AWS. Vous choisissez le cluster et puis vous lancez vos requêtes SQL et vous avez les résultats instantanément. Advisor, j'en parlais tout à l'heure, en fait, ça a été lancé en juillet et 4 mois après, on avait déjà fait plus de 50 000 recommandations, en fait, sur l'ensemble des clusters Redshift. Et ces recommandations, c'est quoi? C'est des recommandations en termes de performance. Advisor va vous dire, je vois que en termes de compression, vous ne faites pas de la compression dans votre cluster. Ou quand vous chargez vos données depuis S3, il n'y a pas de compression. Il faudrait peut-être faire de la compression, ça va aller plus vite pour vous. Il faudrait peut-être changer la configuration du workload management. J'en ai pas parlé, mais le workload management, c'est quoi? C'est que vous avez un cluster où vous avez des ressources qui se partagent ce cluster. Vous pouvez tout à fait dire, je réserve 25% des capacités de mon cluster pour tel applicatif ou pour tel groupe d'utilisateurs, en fait. Il peut y avoir de l'over-provisioning. Et donc, du coup, dans ce cas de figure, en fait, Advisor, il va voir ça, il va dire, bon, là, peut-être c'est over-provisionné, en fait, et peut-être qu'il faut faire un setup différent, en fait, pour profiter pleinement de votre cluster, en fait. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des clusters Redshift de plus en plus intelligents. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous concentrer sur votre valeur. Ce qu'on se rend compte, c'est que votre valeur, ce n'est pas forcément d'aller administrer un cluster, d'aller gérer les clés de distribution. Elle est vraiment dans la valeur que vous tirez de vos clusters, le reporting qu'on peut fournir à votre management, à votre marketing, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on va vers une administration de plus en plus intelligente avec Redshift. Et un exemple concret, ça va être avec la clé de distribution. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'architecture, il y avait le leader node et il y avait les compute nodes. C'est une architecture MPP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez des données dans ce cluster, vous devez dire à Redshift comment il va répartir les données entre les différents nœuds, en fait. Et d'ailleurs, pour être plus précis, dans un nœud, on a ce qu'on appelle des slices, il y a des mini-nœuds, et vous avez la main pour dire, je veux répartir mes données à l'intérieur de ce nœud de telle sorte, en fait. Je veux une copie de mes données dans chaque nœud, parce que je fais beaucoup de jointures avec cette table de dimensions. J'ai une grosse table de faits, elle est énorme, et je veux la répartir de façon uniforme sur tous les nœuds de mon cluster. Ou alors, j'ai une table de dimensions et j'ai une table de faits, et je fais souvent des jointures entre les deux, et je veux faire un truc beaucoup plus intelligent. Je veux colocaliser les données, en fait, pour lesquelles j'ai la même clé de jointure. Donc, ça va permettre d'accélérer les requêtes en termes de performance. Et il y a toute une science en fait, à mettre en place. Il y a des bonnes pratiques, on a blogué dessus, c'est dans la documentation, tout ça. Mais effectivement, ça prend du temps. Et on s'est basé sur des feedbacks. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Amazon, en fait, 90 à 95% de notre roadmap, elle vient des clients. Elle vient de ce que vous nous remontez, en fait. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Et sur la clé de distribution, dans l'avenir, vous n'aurez plus besoin de le gérer vous-même. C'est-à-dire qu'automatiquement, on va regarder la façon dont vos données sont stocké dans Redshift, on va regarder la façon dont vous les requêtez, est-ce que vous faites des jointures ou pas, est-ce qu'il y a une table de fait, une table de dimension, est-ce que c'est plus pertinent d'avoir des données dans chaque nœud de votre cluster, et on va le faire automatiquement pour vous, et vous allez pouvoir vous concentrer plutôt sur votre valeur. Un autre exemple, en fait, vu qu'on est dans une architecture MBP, et c'est un héritage aussi de PostgreSQL, quand vous faites du Redshift, vous chargez les données, et si vous faites un delete, je veux supprimer telle ligne de telle table, en fait, Redshift va vous dire,
ok, je les ai supprimés. Mais en fait, physiquement, ils sont juste marqués, ces lignes comme supprimées, mais physiquement, elles ne sont pas supprimées, en fait. Ça veut dire quoi? En termes de maintenance, il faut régulièrement lancer un process qui s'appelle le vacuum, en fait, pour physiquement récupérer l'espace occupé par ces lignes et justement optimiser aussi tout ce qui est requête et performance, en fait. Donc, pareil, nos clients passaient beaucoup de temps à l'optimiser, à savoir quand est-ce qu'il faut le scheduler, est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est le week-end, c'est les discussions qu'on a aujourd'hui avec les clients. Dans l'avenir, c'est quelque chose qui va être qui est d'ailleurs déjà géré par Amazon, parce que le vacuum delete, aujourd'hui, se fait de façon automatique sur les clusters Redshift. C'est-à-dire que de façon régulière, on va récupérer toutes les lignes qui ont été supprimées pour vous. Le Analyze, en fait, c'est une commande qui permet de regarder vos données, de regarder la façon dont elles sont stockées dans le cluster Redshift, et puis de mettre à jour les statistiques, en fait. Les statistiques, ça sert à quoi? Dans le cluster que j'ai montré tout à l'heure, vous vous rappelez le leader node, il reçoit les requêtes SQL, et c'est lui qui a l'intelligence de dire voici comment on va traiter cette requête dans le cluster. C'est lui qui va créer le plan d'exécution. Mais pour faire cela, en fait, il faut qu'il soit au courant des statistiques de votre cluster. Il faut qu'il soit au courant qu'il y ait des données qui sont réparties ou triées de cette façon, en fait. Et ça, c'est les statistiques. Donc, avant cette fonctionnalité, vous aviez besoin régulièrement, surtout quand vous faisiez des uploads d'ETL avec beaucoup de données, de lancer la commande Analyze pour mettre à jour ces statistiques, pour avoir des requêtes encore plus performantes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est géré par Amazon Web Services. Les procédures stockées aussi, ça c'est un gros feedback de nos clients. Pour ceux qui connaissent un petit peu Redshift, on ne supportait pas les procédures stockées en fait. On avait ce qu'on appelle des UDF, des User Defined Functions en fait, qu'on pouvait coder soit en SQL, soit en Python en fait, et ça permettait d'exécuter des logiques métiers sur les données. Par contre, on avait des clients en fait qui il y avait des solutions on-prem qui n'étaient pas du Redshift, peut-être du Oracle ou autre chose en fait, et qui avaient des procédures stockées existantes en fait. Et ils n'avaient pas forcément envie de tout redévelopper en fait. Et donc du coup, bientôt on supportera des procédures PL, PGSQL, qui est assez proche de PL, PSQL, et tout ceci dans le but d'accélérer les projets de migration pour nos clients. On a parlé de Spectrum plusieurs fois. C'est quoi Spectrum? C'est une couche de compute managée par AWS qui permet d'accéder à S3 ou au Data Lake, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire sur AWS, en passant par le cluster Redshift. Les use cases qu'on voit très très souvent, c'est du Data Warehouse offload, comme l'expliquait tout à l'heure Euronext, garder 1 an de données ou 2 ans de données chaudes dans Redshift, et tout ce qui est beaucoup plus vieux, le redescendre dans S3, et d'avoir la capacité de pouvoir requêter ces données beaucoup plus froides en fait, de S3 à tout moment, en fait, sans être bloqué, sans devoir spinner au nouveau cluster ou recharger ces données dans le cluster Redshift. Et Redshift Spectrum permet de supporter tout ce qui est données semi-structurées. Quand on parle de Data Lake, on a des données au format Parquet, JSON, Croc, Avro, effectivement, comme Euronext. Et de l'autre côté, dans Redshift, vous avez des données plutôt structurées. C'est une approche plutôt schema on write. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous créez un cluster Redshift, vous créez votre modèle, vous créez la table, vous dites il y a tel champ, tel champ, tel champ, tel champ. Et ensuite, vous commencez à mettre des données. Alors que S3, en fait, vous pouvez prendre des fichiers et vous les mettez dans S3. Et après, un peu plus tard, vous réfléchirez à la façon de les requêter, en fait. C'est ça un peu l'apport d'une approche Data Lake, par exemple. Et Spectrum, il va également apporter cette approche ou cette capacité au cluster Redshift. C'est-à-dire d'avoir la capacité, depuis votre cluster Redshift, d'aller stocker des fichiers au format JSON ou Parquet qui sont dans S3, en fait. Et potentiellement de les croiser avec des données beaucoup plus structurées qui sont dans le cluster Redshift. Faire de l'enrichissement, voir ce qui se vend bien lorsqu'il fait beau, par exemple. Donc, récupérer les données météo et les mettre dans S3. Et puis, les données de vente, elles sont dans Redshift. Et quand je lance une requête, je peux croiser mes données de vente dans Redshift, bien structurées, avec mes données météo, peut-être au format JSON, qui sont plutôt semi-structurées, en fait. Spectrum Request Accelerator, ça va être une sorte de cache pour aller encore plus vite sur la partie Spectrum, pour accélérer les requêtes que vous allez faire via Spectrum. Et une autre fonctionnalité qu'on voit ici, c'est le unload au format Parquet. Quand on parle d'approche Data Lake, on recommande beaucoup les formats de type colonne, en fait, Parquet, ORC. Pourquoi? Parce qu'en termes de
coût, surtout quand vous les requêtez en termes de performance, vous allez pouvoir faire de l'optimisation, vous allez pouvoir réduire les coûts, surtout si vous faites du Athena. Et imaginez l'use case où le data scientist, il se connecte, il regarde les données de vente dans le cluster Redshift et il voit des datasets intéressants et il veut les récupérer pour faire des modèles en fait. Potentiellement, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de redescendre ces données dans le data lake, mais de les redescendre dans un format parquet dans lequel on va pouvoir l'exploiter avec des outils pour les data scientists ou les data analysts, avec un cluster EMR, avec du Glue, avec du Athena pour faire du data discovery ou avec des frameworks Python en fait. Donc, un autre format parquet, c'est quelque chose qui va également bientôt venir. Et puis avec Lake Formation, je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a annoncé il y a quelques mois au dernier Invent, c'est en preview. Lake Formation, c'est quoi? C'est que on s'aperçoit qu'un data lake sur AWS, ça peut être très rapide à démarrer. Je ne sais pas si vous avez assisté à la session tout à l'heure sur le data lake. On peut créer un bucket, mettre des données, le crawler, avoir une table dans Athena, le requêter, plugger un QuickSight et avoir de la data vis dessus, tirer de la valeur de ces données. Mais pour certains clients, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre des jours, des semaines, voire peut-être des années. Et Lake Formation, c'est quoi? C'est d'avoir un service qui permet d'accélérer vos projets data lake sur AWS. C'est d'avoir ce qu'on va appeler des templates. Ces templates, il va vous dire où sont vos données. Mes données sont déjà sur S3, mes données sont dans des bases de données sur AWS ou chez moi, en fait. Dire, OK, c'est ça votre source de données. Est-ce que vous souhaitez le récupérer pour le stocker dans le data lake? Oui, je veux bien, je veux qu'il soit partitionné, optimisé au format parquet, dans des buckets, selon les bonnes pratiques AWS. Il va vous dire, OK, et comment souhaitez-vous le récupérer ces données? Est-ce que vous souhaitez faire un import initial? Et donc, du coup, j'importe et j'ai toutes mes données dans AWS. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire de façon incrémentale? Est-ce que je dois récupérer ces données tous les soirs, toutes les heures, tous les jours? Potentiellement, vous allez lui dire, OK, de façon incrémentale. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à ces sources de données, il va récupérer ces données, il va les mettre dans des formats optimisés tels que Parquet, il va construire la structure data lake sur S3 avec les bons buckets qu'il faut. Il va également gérer la déduplication, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez des doublons, en fait. Et on sait très bien que gérer des doublons, parfois c'est simple, parfois c'est pas si simple que ça en fait. Comment on peut comparer deux clients et être sûr que c'est le même client si le nom, potentiellement, c'est pas écrit de la même façon, si l'adresse n'est pas écrite de la même façon? Il y a des techniques de déduplication, de dedups. Et ce que Lake Formation va faire, il va vous apporter cette capacité via ce qu'on appelle des ML transforms. Donc c'est du machine learning en fait. C'est qu'automatiquement, il va apprendre à faire la déduplication pour vous, pour que vous ayez des golden records, pour que vous ayez des données propres dans le data lake. Et c'est pas fini. Une fois que c'est dans le data lake, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va essayer d'éviter le data swamp, le marécage de données. Donc il faut de la gouvernance. Il faut définir qui a accès à quoi en fait. Et là, du coup, vous allez pouvoir mettre en place les règles de sécurité, les règles d'accès. La granularité va descendre jusqu'à la colonne. Telle colonne peut être vue par telle personne, telle autre colonne ne peut pas être requêtée par telle autre équipe ou telle autre personne, en fait. C'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Et pourquoi je parle de Lake Formation? C'est parce que ça va s'intégrer à l'ensemble de ces services, en fait, dont Amazon Redshift, dont Athena, dont EMR, en fait. Et il y a une chose qui est super importante, c'est le Glue Catalog, en fait, qui va être central à vos projets Data Lake. Et si vous faites du Redshift Spectrum, c'est quelque chose que vous utilisez déjà d'ailleurs. Quelques bonnes pratiques pour terminer. Hop. Dimensionnez votre cluster selon vos besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez sur le cloud, si vous allez sur Redshift ou sur n'importe quelle autre solution, vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez commencer petit, vous pouvez rajouter de la capacité, vous pouvez changer de capacité dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Vous n'êtes pas bloqué, vous avez de l'élasticité et n'ayez pas peur de tester en fait sur la plateforme AWS. Et vous avez deux façons de resizer. Il y a le resize élastique, si vous avez besoin de doubler votre capacité en quelques minutes, parce que vous avez un traitement qui doit passer rapidement, d'ici ce soir par exemple. Et sinon, vous avez le resize classique, qui prend un peu plus de temps, même beaucoup plus de temps que le resize élastique, selon la quantité de données que vous avez. Mais il y a des use cases en fait, où vous allez faire du resize classique.
c'est quand, par exemple, vous devez changer le type de nœud, en fait. Si vous voulez passer de dense compute à dense storage, là, effectivement, ça va passer par un resize classique. Dans le reste des cas, en général, un resize élastique, en quelques minutes, va marcher. Utiliser la commande copy pour le chargement des données, c'est des choses qu'on discute et qu'on dit très souvent à nos clients. Quand vous souhaitez charger des données en volume dans Redshift, passez par la commande copy qui va copier, charger les données dans Redshift de façon parallèle et distribuée en fait. C'est-à-dire que l'ensemble du cluster, l'ensemble des nœuds dans le cluster et l'ensemble des sous-nœuds de chaque nœud dans le cluster va travailler en parallèle pour charger vos données et ça va aller beaucoup plus vite que si vous faites du JDBC en passant par le leader node. Privilégier les traitements ELT, ça fait peut-être sens, mais on le redit aussi, Redshift c'est une architecture MPP, il y a une puissance de calcul que vous pouvez adapter, vous pouvez rajouter des nœuds pour aller beaucoup plus vite. Donc si vous avez un ETL en fait, pour faire des traitements avec Redshift, ne chargez pas tout en mémoire, poussez les requêtes vers Redshift et faites travailler Redshift parce qu'il est fait pour ça en fait, et vous irez beaucoup plus vite. Le Data Warehouse Offload, effectivement, regardez s'il y a intérêt à garder juste une partie de vos données, les données chaudes dans le cluster Redshift, et à redescendre le reste dans Amazon S3, sachant que, 1, ça va vous coûter moins cher, et puis 2, vous pouvez toujours y accéder à n'importe quel moment. Il y a ce qu'on appelle des trade-offs. Il y a effectivement un choix sur la profondeur à garder en fait, dans Redshift versus ce qu'on va descendre dans Amazon S3. Mais c'est un use case qu'il faut garder en tête et savoir que ça existe et c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt pour vous. Et le dernier point, c'est enrichissez vos données à Redshift avec les données du Data Lake S3 parce que Data Warehouse et Data Lake ne sont pas forcément ennemis. On peut faire les deux, on peut utiliser S3 en tant que staging du Data Warehouse, on peut charger le Data Warehouse, ensuite redescendre les données dans le Data Lake, on peut avoir une partie des données dans Redshift parce que c'est des données structurées qu'on maîtrise, et d'autres données dans le Data Lake et faire du Spectrum pour croiser les deux. C'est des use cases qu'on voit très fréquemment avec nos clients, donc n'hésitez pas à y penser. Merci beaucoup. Merci énormément d'avoir assisté. Je serai dans le coin si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt, en fait. Merci.